n'imaginez pas à quel point la fabrication des câbles d'acier pour les ponts est un processus fascinant et impressionnant. J'ai récemment eu la chance de visiter l'une de ces usines et c'était une véritable célébration du génie et de la perfection technologique. Imaginez-vous, vous êtes dans un immense atelier où l'air est empli des sons du métal, d'énormes bobines de fils d'acier qui, tels des serpents gigantesques, se déroulent et s'entrelacent pour former des câbles incroyablement résistants, capables de supporter le poids de ponts entiers. Ce ne sont pas de simples fils, mais de véritables artères qui incarnent la force et la fiabilité, sans lesquelles les constructions modernes ne pourraient exister. Tout commence par le choix de la matière première, un fil d'acier de haute qualité, qui doit posséder une résistance et une flexibilité exceptionnelles. Ces fils passent par un processus de tréfilage à froid où d'épaisses barres d'acier sont étirées à travers des filières spéciales, réduisant progressivement leur diamètre pour en faire des brins fins, mais extrêmement solides. Ce processus ne se contente pas d'affiner le fil. Il améliore ses propriétés mécaniques, le rendant résistant à la rupture et à la fatigue. Imaginez que chaque mètre de ce fil peut supporter des charges énormes, tout en restant souple et élastique. Une fois le fil prêt, le plus intéressant commence, la formation du câble d'acier. Des dizaines et parfois des centaines de ces brins sont d'abord toronnés, puis tressés en structures complexes qui assurent une résistance et une durabilité maximale. Chaque couche de fil a sa fonction. Les brins intérieurs supportent la charge principale, tandis que les brins extérieurs protègent de l'usure et de la corrosion. L'ensemble du processus ressemble à la création d'un tissu vivant, où chaque fil est une fibre distincte qui, ensemble, forment un tout solide et fiable. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est la précision et le contrôle avec lesquels ces câbles sont fabriqués. Chaque étape est accompagnée de tests rigoureux. On vérifie la résistance à la rupture, la résistance à la flexion et l'impact des conditions météorologiques. Les tests sont effectués à l'aide d'équipements spéciaux qui simulent les contraintes que le câble subira lors de son exploitation sur un pont. Ce n'est qu'après avoir passé tous les tests que les câbles reçoivent le feu vert pour être utilisés dans la construction. Un autre moment fascinant est l'application des revêtements de protection. Les câbles d'acier sont recouverts de couches anticorrosion spéciales qui leur permettent de résister à des années d'exposition à l'humidité, au sel et aux ultraviolets. C'est extrêmement important, car les ponts sont souvent situés dans des environnements humides ou dans des zones au climat agressif. Grâce à ces revêtements, les câbles non seulement conservent leur résistance, mais prolongent également la durée de vie du pont, garantissant sécurité et fiabilité. Imaginez l'ampleur de la production. Des usines capables de fabriquer des milliers de tonnes de câbles d'acier par an, déroulant et tressant des centaines de kilomètres de fil. Les fabricants américains, par exemple, ont des décennies d'expérience et appliquent les technologies les plus modernes, ce qui leur permet de créer des câbles pour les ponts les plus célèbres du monde. On sait que l'entreprise American Bridge a posé plus d'un demi-million de miles de câbles d'acier pour des ponts suspendus, un véritable record qui témoigne de l'ampleur et de l'importance de cette industrie. Un autre aspect qui m'a frappé, c'est le rôle des ingénieurs et des technologues qui améliorent constamment les processus de production. Ils travaillent à rendre les câbles encore plus solides, plus légers et plus résistants aux charges extrêmes. L'utilisation de nouveaux alliages, l'amélioration des méthodes de toronnage et de revêtement, tout cela fait des câbles d'acier modernes de véritables chefs-d'œuvre de l'ingénierie. Pendant ma visite, j'ai vu d'énormes bobines de fils d'acier se déplacer en douceur sur des convoyeurs.
le fil passait par le tréfilage à froid et les artisans contrôlaient chaque centimètre de ce processus. C'était comme assister à la naissance d'un être vivant, qui deviendra bientôt une partie d'une structure grandiose, supportant des centaines de tonnes et résistant à toutes les épreuves du temps et des éléments. Les fabricants américains, comme l'American Bridge Company, ont une immense expérience dans la fabrication de câbles d'acier pour les plus grands et les plus célèbres ponts du pays. Ils produisent des milliers de tonnes de câbles chaque année, en utilisant des technologies modernes et un contrôle qualité rigoureux. On sait que pour les ponts suspendus, on utilise des câbles à structure multicouche capables de supporter des charges de plusieurs centaines de tonnes par pouce carré. Lors de la construction du pont de Brooklyn, par exemple, chacun des câbles principaux était composé de 19 torons distincts, et chaque toron de 278 fils. Cela assurait une marge de sécurité énorme, permettant au pont de supporter non seulement le poids de sa propre structure, mais aussi le trafic et l'impact des éléments. Cette approche reste d'actualité aujourd'hui. Les câbles d'acier modernes pour pont sont fabriqués en tenant compte de multiples marges de sécurité et de fiabilité. La production de câbles d'acier aux États-Unis est une combinaison de tradition et d'innovation, où le savoir-faire des ingénieurs et des technologues est complété par des lignes automatisées et des équipements modernes. Chaque étape, du choix de la matière première à l'application des revêtements de protection, est contrôlée avec la plus grande attention, car la sécurité de milliers de personnes qui empruntent les ponts chaque jour en dépend. Quant aux entreprises européennes, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, ainsi qu'en Ukraine, en Roumanie et en Pologne, elles jouent un rôle crucial dans la fourniture de câbles d'acier pour la construction de ponts de toute taille, des passerelles piétonnes urbaines aux immenses ponts suspendus et à haubans. Le processus de production commence avec un fil d'acier de haute qualité qui subit un contrôle strict de sa composition chimique et de ses propriétés mécaniques. En Europe, la production est souvent réglementée par les normes DIN et EN, ce qui garantit la conformité des produits aux exigences techniques les plus élevées. Ces normes définissent les paramètres du matériau, la construction des câbles, le type de câblage, le degré de torsion et même le type de revêtement de surface des fils, ce qui permet d'adapter le produit à des conditions d'exploitation spécifiques. Les ponts modernes sont l'aboutissement de millénaires d'évolution de la pensée technique, où se marient tradition, innovation et matériaux de pointe. Ils ne se contentent pas de relier des rives, mais deviennent des symboles de ville, des monuments culturels et des chefs-d'œuvre techniques qui frappent l'imagination et inspirent de nouvelles générations d'ingénieurs. Parmi les merveilles de l'ingénierie moderne, on peut citer la roue de Falkirk en Écosse, un ascenseur à bateau rotatif unique qui relie deux canaux et permet de soulever les bateaux à 180 degrés. Cet ouvrage n'est pas seulement fonctionnel, il impressionne aussi par son design futuriste. Les ponts suspendus, comme le Golden Gate à San Francisco, illustrent l'utilisation de câbles d'acier qui supportent des charges énormes et assurent la longévité des structures. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de laine minérale sont produites dans le monde, un matériau capable de dompter le froid, le feu et même la catastrophe climatique. Vous serez surpris d'apprendre que, pour la créer, on fait fondre des roches, du verre et même des déchets sidérurgiques. Dans cette vidéo, vous verrez comment, à partir de lave incandescente, naît une laine duveteuse, pourquoi elle est plus fine qu'un cheveu, et comment elle empêche l'émission de 200 tonnes de CO2. Mais surtout, nous allons révéler un secret que les fabricants taisent soigneusement. Regardez jusqu'à la fin,
vous apprendrez ce que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. À la base de cette transformation magique se trouve une matière première, offerte par la nature elle-même ou par l'industrie. Pour créer la plus connue, la laine de roche ou de basalte, on utilise exclusivement des roches volcaniques, basalte, gabbro, dolomie et calcaire, qui constituent jusqu'à 98% du poids du produit fini. Dans un autre cas, pour la production de laine de verre, les principaux composants sont le sable de quartz, la soude, le calcaire et, ce qui est crucial d'un point de vue écologique, jusqu'à 80% de verre recyclé, calcine. Il existe également la laine de laitier, fabriquée à partir des scories de hauts fourneaux, un résidu de la production métallurgique. Tout commence sur le parc à matières premières, par une préparation minutieuse. Les roches sont concassées et triées pour obtenir des fractions de la bonne taille et une composition minérale idéale. Les composants du futur verre ou de la future roche sont dosés avec une précision d'apothicaire, car c'est des bonnes proportions que dépendent les propriétés clés des futures fibres, leur solidité, leur durabilité et leur résistance à la température. Ensuite, le mélange préparé, que les professionnels appellent la composition, est envoyé vers son cœur ardent, le four de fusion. Il peut s'agir d'un cubilot vertical, où la matière première fond sous l'effet de la chaleur dégagée par la combustion du coke, ou d'un immense four à bain. Ici, à une température de 1400 à 1500 degrés, les composants solides se transforment en une masse en fusion homogène et visqueuse. Ce processus est surveillé en permanence, car le moindre écart de température peut altérer la viscosité de la masse, et donc influencer l'épaisseur et la longueur des futures fibres. Quand la roche a finalement cédé au feu et s'est transformée en une masse liquide, vient l'étape la plus cruciale et la plus spectaculaire, la fibrillation. La masse en fusion est déversée en un fin filet sur les rouleaux d'une centrifugeuse, tournant à une vitesse folle. Sous l'effet d'une force centrifuge colossale, la masse incandescente est étirée et déchirée en des millions de filaments microscopiques. Pour les rendre encore plus fins, on y dirige en plus un puissant jet de gaz chaud ou de vapeur. Tout ce processus ressemble beaucoup à la fabrication de la barbe à papa, sauf qu'à la place du sucre, il y a de la roche en fusion. Directement pendant la formation de ces fibres, on y pulvérise un liant spécial, généralement à base de résine sans danger. Il est nécessaire pour lier les milliards de filaments individuels en un tout cohérent. On y ajoute également des additifs hydrofuges qui confèrent au futur isolant ses propriétés déperlantes. Un nuage de ces fibres fraîchement créées, déjà traitées avec le liant, se dépose doucement sur un large convoyeur en mouvement. Un mécanisme pendulaire spécial les répartit uniformément sur toute la largeur, formant un premier tapis, encore lâche et doux. C'est ici que se met en place la future structure du matériau, chaotique ou stratifiée, dont dépendront ses caractéristiques mécaniques. Pour que ce tapis duveteux acquiert solidité, élasticité et sa forme définitive, il est envoyé dans une longue chambre de polymérisation. Ici, sous l'effet d'air chaud à une température d'environ 250 degrés, la résine liante durcit, liant solidement les fibres entre elles en une structure tridimensionnelle. L'humidité excessive s'évapore, et de la chambre sort une nappe de laine minérale déjà solide et stable. Après cette trempe à chaud, le matériau a besoin de refroidir. Des ventilateurs y font passer de l'air à température ambiante, le préparant pour l'étape finale. La bande infinie de laine minérale arrive sur la ligne de découpe. Des scies circulaires et des fraises acérées la découpent en longueur et en largeur pour former des panneaux ou des rouleaux de dimensions précises.
Les usines les plus modernes utilisent pour cela des complexes robotisés avec découpe au jet d'eau, ce qui assure une précision parfaite et une absence totale de poussière. La dernière étape avant que l'isolant ne parte sur les chantiers, c'est l'emballage. Comme 99% du volume de la laine minérale et de l'air, on la comprime pour faciliter le transport et le stockage. De puissantes machines pressent le produit, réduisant son volume de plusieurs fois, et l'emballent hermétiquement dans un film résistant. Mais pas d'inquiétude, grâce à l'extraordinaire élasticité des fibres. Après déballage, le matériau retrouve en quelques minutes son épaisseur initiale et toutes ses propriétés uniques, prêtes à servir pendant des décennies, en conservant la chaleur et le confort de nos maisons. Il est important de noter que les usines modernes ont transformé la production en un processus pratiquement sans déchets. Toutes les chutes et les restes de matériaux sont collectés et retournés au tout début du cycle, dans le four de fusion, économisant ainsi les ressources naturelles et l'énergie. L'ampleur de cette industrie et son impact réel sont impressionnants. Le marché de la laine minérale en Europe est un secteur gigantesque, où la production annuelle dépasse les 10 millions de tonnes. Selon les estimations des experts, sur 50 ans d'exploitation, chaque tonne de laine minérale produite permet d'éviter l'émission de plus de 200 tonnes de dioxyde de carbone, grâce aux économies d'énergie sur le chauffage et la climatisation. Cette contribution colossale à la lutte contre le changement climatique fait de ce matériau non seulement un produit de construction, mais aussi un élément stratégique pour l'avenir. Bien que la laine minérale semble douce dans sa masse, chaque fibre individuelle est une aiguille microscopique de verre ou de roche. Son diamètre n'est que de 3 à 7 micromètres, soit environ 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Au contact du matériau, surtout lors de sa découpe, une partie de ces fibres minuscules mais fragiles se brise. Les fragments pointus se déposent sur la peau et irritent mécaniquement ses couches supérieures, provoquant une sensation de picotement ou de démangeaison. Cette sensation n'est pas une réaction chimique ou allergique, mais une irritation purement mécanique, semblable au contact de milliers d'échardes microscopiques. C'est pourquoi, lorsqu'on travaille avec de la laine minérale, il est nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuelle, gants, vêtements à manches longues, lunettes et masques respiratoires. Les fabricants modernes ont considérablement amélioré la qualité de la fibre, la rendant plus élastique et moins cassante. Des liants de meilleure qualité retiennent mieux les fibres à l'intérieur du panneau, ce qui réduit la quantité de poussière et de particules libres. La laine minérale d'aujourd'hui est donc plus sûre et plus confortable à travailler que ses équivalents d'il y a 20 ans. Chaque heure, des géants d'acier prennent la mer. Pétroliers, plateformes de forage, paquebots de croisière. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui maintient ces monstres en place au milieu de l'océan? Ce sont des chaînes. Pas des jouets, non. Des chaînes où un seul maillon pèse une demi-tonne et supporte une charge équivalente à 3 Boeing 747. Mais comment crée-t-on un serpent de métal de 400 mètres de long, qui ne craint ni la glace ni la tempête? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les ateliers les plus ardents. La soudure par étincelage, qui tient plus de l'explosion que de l'assemblage, et le secret que recèle chaque maillon. Restez jusqu'à la fin. Vous verrez ce qui reste habituellement derrière les portes closes de l'usine. Tout ne commence pas dans l'atelier de forge, mais à l'aciérie,
où, à partir de minerais et de ferraille, on coule un acier allié très spécial. Ce n'est pas un métal ordinaire. Pour produire des chaînes capables de supporter des milliers de tonnes, il faut un acier de la plus haute qualité, capable de résister non seulement à la traction, mais aussi à la rupture fragile, à des températures extrêmement basses des eaux arctiques et à une corrosion incessante. Après la fusion et l'analyse de la composition chimique, l'acier est coulé dans des moules d'où sortent d'imposants lingots cylindriques. Ces lingots, encore chauds, passent dans des laminoirs qui, avec une force incroyable, compriment et étirent le métal, le transformant en longues barres d'acier de section ronde. Le diamètre de ces barres peut atteindre plus de 200 mm. C'est l'épaisseur du tronc d'un arbre adulte. Après refroidissement, elles sont coupées en tronçons de longueur définie. Chacun de ces tronçons est un futur maillon de la chaîne titanesque. L'atelier de production est le royaume du feu et du métal. L'air y est saturé du vrombissement des machines et de l'odeur âcre de l'acier incandescent. C'est ici que se produit le processus magique de transformation d'une barre droite en un maillon courbé et fermé. D'abord, la barre d'acier entre dans la gueule infernale d'un four à induction. En quelques minutes, un puissant champ électromagnétique la chauffe à 1200 degrés Celsius. Le métal devient plastique et malléable, rougissant jusqu'à prendre une couleur cerise éblouissante. Ensuite, la barre chauffée est immédiatement acheminée vers une presse à cintrer. Des manipulateurs hydrauliques, avec une aisance qui semble impossible pour une telle masse, la plient autour d'un mandrin spécial, lui donnant sa forme caractéristique en U. Vient alors le moment clé, qui distingue la création d'une chaîne de tout autre processus. L'ébauche en U, encore chaude, est enfilée à travers le dernier maillon déjà terminé et refroidie de la future chaîne. Ainsi, les maillons sont assemblés les uns aux autres, formant un fil de métal continu. Après quoi, les extrémités de l'ébauche en U sont rapprochées et fermement serrées dans les mâchoires de cuivre géantes de la machine à souder. Le processus de soudage par étincelage commence. Un courant électrique d'une intensité énorme traverse le point de contact. Le métal au point de jonction fond instantanément, accompagné d'un éclair aveuglant et d'une gerbe d'étincelles. À ce moment, une presse hydraulique, avec une force de plusieurs centaines de tonnes, comprime les extrémités fondues, les fusionnant littéralement au niveau moléculaire en un tout unique. Au niveau de la soudure se forme un surplus de métal, la bavure, qui est immédiatement cisaillée par des outils spéciaux pendant que le maillon est encore chaud. Le maillon fraîchement soudé n'est pas encore prêt pour les épreuves. Pour lui conférer une résistance maximale, il faut le tremper correctement. Alors que le maillon conserve encore une température élevée après la soudure, on y insère une entretoise spéciale au centre. Cette pièce transversale ne donne pas seulement au maillon une rigidité supplémentaire, mais, ce qui est le plus important, elle empêche sa déformation et son enchevêtrement pendant l'exploitation. Après l'installation de l'entretoise, la chaîne entière, ou ses sections de plusieurs dizaines de mètres, subissent un traitement thermique. On la chauffe à nouveau à une température précisément définie, puis on la refroidit brusquement dans un immense bassin d'eau. Ce processus, connu sous le nom de trempe, rend l'acier extrêmement dur, mais aussi cassant. Pour éliminer cette fragilité et donner au métal la ténacité nécessaire, la chaîne est de nouveau chauffée, mais à une température plus basse et laissée à refroidir lentement à l'air libre. Cette étape s'appelle le revenu. Le résultat est un équilibre parfait entre dureté et ductilité.
Aucun maître de cette chaîne gigantesque ne quitte l'usine sans avoir passé une série de tests des plus rigoureux. C'est la garantie qu'elle ne faillira pas au moment critique. D'abord, toute la chaîne est soumise à un test de charge d'épreuve. Elle est fixée dans une machine d'essai spéciale, un banc hydraulique géant de plusieurs dizaines de mètres de long. La machine commence à étirer la chaîne avec une force qui dépasse largement sa charge de travail nominale. Pendant ce processus, chaque maillon, chaque soudure, subit une contrainte colossale. Les inspecteurs examinent attentivement la chaîne, à la recherche du moindre signe de déformation ou de micro-fissure. Mais le test le plus spectaculaire est l'essai de rupture. On prélève un échantillon de quelques maillons de la chaîne finie. On le place sur le même banc et on le tire jusqu'à ce qu'il se brise. La force enregistrée au moment de la rupture doit être plusieurs fois supérieure aux exigences minimales des normes. Le fracas assourdissant du métal qui se déchire n'est pas le signe d'un échec, mais la meilleure preuve de la qualité et de la fiabilité de tout le lot. Après les tests mécaniques, chaque maillon est inspecté par ultrasons et par magnétoscopie pour détecter d'éventuels défauts internes cachés. Ce n'est qu'après avoir passé avec succès toutes ces étapes que la chaîne reçoit son certificat de qualité et est prête à être expédiée. Chargée sur un transport, elle ressemble à un serpent d'acier endormi, prêt à commencer son service silencieux dans les profondeurs de l'océan, maintenant fermement en place les plus grandes créations de l'homme. Pour les chaînes de la plus haute catégorie, cette charge peut dépasser 1000 tonnes. Cela signifie qu'on étire la chaîne avec une force équivalente au poids de 3 Boeing 747. La charge de rupture minimale, c'est-à-dire la force à laquelle la chaîne est garantie de ne pas se rompre, pour de tels produits, dépasse souvent 1500 tonnes. C'est une force capable de maintenir en suspension un train entier de marchandises chargé de charbon. Derrière chaque maillon géant se cache un univers de chiffres impressionnants qui aident à prendre conscience de la véritable échelle et de la puissance de ces produits. Un seul et unique maillon de chaîne d'encre de la plus haute catégorie, destiné aux grands navires ou aux plateformes pétrolières, peut avoir un diamètre de barre d'acier de plus de 200 mm. Le poids d'un tel maillon dépasse facilement les 500 kg. C'est plus que le poids de 3 ou 4 hommes adultes ou d'un petit piano à queue. Cependant, les chaînes ne se mesurent pas à la pièce, mais par section. Une section marine standard, appelée maillon en langage maritime, mesure 27 mètres et demi de long. La chaîne d'encre complète d'un super pétrolier ou d'une unité flottante de production, de stockage et de déchargement de pétrole peut être composée de 12 ou 15 de ces maillons, atteignant une longueur totale de plus de 400 mètres. Son poids total dépasse alors facilement les 200 ou 250 tonnes, ce qui est comparable au poids de 2 baleines bleues adultes. Chaque année dans le monde, plus de 400 000 km de fils à haute tension sont installés, assez pour faire 10 fois le tour de la Terre. Mais comment, à partir d'un métal en fusion semblable à un volcan, n'est un fil capable de résister aux tempêtes, au gel et à une tension de plusieurs milliers de tonnes? Que se cache-t-il à l'intérieur de ces veines argentées? Et comment une seule filière peut-elle gâcher des kilomètres de production? Et surtout, quel pays contrôle réellement la majorité du marché mondial des fils d'aluminium? Écrivez dans les commentaires si de tels fils sont produits dans votre pays. Et à la fin de la vidéo, nous vous montrerons ce que même les usines ne montrent pas. Tout commence, comme il se doit pour les choses sérieuses, par le feu.
Plus précisément, par la fusion des métaux destinés à devenir les conducteurs d'énergie pure sur des centaines de kilomètres. Le matériau principal des fils à haute tension est l'aluminium, parfois allié à du magnésium, du silicium ou du fer pour en augmenter la résistance. Il est léger, bon conducteur de courant, pas trop cher, et surtout, il résiste aux conditions extérieures. Vent, pluie, gel, ultraviolet. Tout débute dans un four à induction ou à arc électrique, où des lingots d'aluminium ou de la matière première recyclée sont fondus à plus de 660 degrés Celsius. Mais fondre ne suffit pas. Il faut purifier le métal de ses impuretés, stabiliser sa structure, homogénéiser sa composition. Pour cela, on ajoute des fondants qui font remonter les scories à la surface, ainsi qu'un gaz inerte qui élimine l'hydrogène et l'oxygène du bain de fusion. L'aluminium chaud est coulé dans des cristalliseurs, où se forme un lingot continu, une longue et épaisse tige de métal, parfois de 20 ou 30 cm d'épaisseur, à partir de laquelle le fil sera ensuite étiré. On appelle cela la coulée continue, car le processus ne s'arrête pas. Le métal en fusion est alimenté en permanence, et le lingot avance, se solidifiant lentement. À ce stade, le futur fil ne se ressemble pas encore. C'est une billette massive, brillante, tiède, semblable à la colonne vertébrale d'un titan endormi. Quand le métal a déjà pris forme et s'est solidifié, ce n'est pas encore un fil. C'est juste un muscle sans fibres. Et pour qu'il devienne flexible, résistant et long, il faut l'étirer. Cette étape est l'une des plus cruciales de la production. L'énorme lingot d'aluminium, semblable à un tronc d'arbre métallique épais, est progressivement étiré à travers un système de filières, c'est-à-dire des orifices spéciaux au diamètre ultra précis. C'est comme faire passer un corps par des portes de plus en plus étroites, des dizaines de fois. Chaque filière comprime le métal et l'étire en un profil plus long et plus fin. Ce processus s'appelle le tréfilage. Et bien qu'il se déroule sur un équipement de haute technologie, il est étonnamment intuitif. L'aluminium devient ce qu'il doit être à travers une pression et un étirement répétés. Chaque passage réduit le diamètre de quelques millimètres, mais ajoute des mètres de longueur. En même temps, il est essentiel de ne pas surchauffer le métal. Le frottement pourrait lui faire perdre sa plasticité et le faire craquer. C'est pourquoi les tréfileuses sont équipées de systèmes de refroidissement qui arrosent le fil d'huile ou d'eau additionnée, maintenant une température stable. Parfois, à ce stade, on ajoute une âme en acier au fil. C'est un câble fin et résistant qui sert de colonne vertébrale. Un tel fil est alors appelé conducteur en aluminium à âme d'acier, ACSR, Aluminium Conductor Steel Reinforced. L'aluminium assure la conductivité, et l'acier, l'endurance face au vent, au givre et à la tension sur des kilomètres. Finalement, d'un lingot épais et silencieux naît un fil de lumière, brillant, droit, lisse. Il passe un contrôle de diamètre, est enroulé sur des bobines, pesé. Et si tout est bon, il passe à l'étape suivante, le torronnage et la formation du câble. Que se passe-t-il ensuite? Les longs fils d'aluminium sont rassemblés en faisceaux, généralement de 6 à 61 brins, dans un seul conducteur. On les tresse en hélice, chaque couche tournant dans le sens opposé à la précédente, pour que le câble ne se détorde pas, ne se déforme pas sous la charge et conserve sa flexibilité. Au centre, on trouve parfois une âme en acier, un câble rigide autour duquel, comme des fibres musculaires, s'enroulent les brins d'aluminium. Il ne conduit pas le courant, mais supporte le poids et assure la stabilité. C'est particulièrement important pour les lignes qui traversent des rivières, des champs, des montagnes, quand chaque portée s'étend sur des centaines de mètres.
Une grande machine à toronner, semblable à un fuseau géant, travaille sans relâche. Elle tourne, tend, redresse. Le machiniste observe à travers un panneau transparent si une spirale n'est pas devenue trop serrée ou trop lâche. Car même une erreur d'1 mm sur 10 km de fil, c'est déjà une menace. Bien que l'aluminium ne craigne pas la corrosion, on applique souvent un revêtement supplémentaire sur le fil. Parfois, les fils ont une protection thermique ou une résistance à la surchauffe. On les utilise sur des sections à forte charge où la température du conducteur peut atteindre 150 degrés et plus. Dans ces cas, on choisit de l'aluminium résistant à la chaleur ou des âmes composites en fibre de carbone. Avant que le fil ne quitte la ligne de production, il est soumis à des tests qui simulent tout ce qui lui arrivera au cours de ses années de service. On l'étire jusqu'à sa limite. On le charge avec une masse, on le tord et on le plie. C'est pour savoir s'il supportera la tension entre deux pylônes, s'il ne se désagrégera pas après 1000 cycles de vibration dus au vent. Ensuite, on branche le conducteur à une source de haute tension et on le chauffe à sa température de fonctionnement. On regarde si la structure ne commence pas à fluer, si le revêtement ne se décolle pas. On vérifie également la résistance du fil au courant. Idéalement, presque aucune, car moins il y a de résistance, moins il y a de pertes dans le système. Pour finir, on place un morceau de fil dans une chambre avec du brouillard, du sel, des ultraviolets, et on le laisse là pendant plusieurs semaines. S'il rouille ou perd sa flexibilité après ça, il n'ira pas sur le terrain. Le fil fini est enroulé sur d'énormes tourets, des bobines pesant jusqu'à plusieurs tonnes. Un seul touret, c'est plusieurs kilomètres de conducteurs, soigneusement disposés en couches. Chacun a son passeport. Composition, date, test, lot, conditions de stockage. Car un fil, ce n'est pas juste un fil. C'est une œuvre d'ingénierie avec du caractère, qui doit fonctionner pendant des décennies sans aucun droit à l'erreur. Ensuite, camion, train, bateau. Et il part pour l'endroit où il sera tendu entre des pylônes, monté par des spécialistes, mis à la terre, connecté. Et dès qu'on mettra la tension, il se mettra à chanter d'un léger bourdonnement, à peine perceptible dans l'air. Ce sera le son confirmant que la lumière arrivera là où on l'attendait. Chaque jour dans le monde, des milliers de kilomètres de tuyaux en acier sont posés, sous la terre, les océans et les déserts. Mais comment crée-t-on un tuyau capable de supporter 1000 atmosphères de pression, 3000 degrés de chaleur et de ne pas rouiller pendant des décennies? Ce n'est pas juste un morceau de métal, c'est une merveille de technologie. Des centaines de tonnes d'acier passent par le feu, les chocs, la pression, les ultrasons, et même les rayons X avant d'avoir une chance de faire partie d'un gazoduc ou d'un oléoduc. Mais il y a un détail que tout le monde passe sous silence. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment une seule erreur invisible peut coûter des millions ou des vies. La première étape de la fabrication des tuyaux en acier de grand diamètre est la préparation de l'ébauche d'acier, d'où naîtra le futur tuyau. Il peut s'agir d'une tôle d'acier de 20 à 50 mm d'épaisseur, si l'on parle de tuyaux soudés, ou d'une billette ronde massive, pour les tuyaux sans soudure. Dans l'atelier, un bruit sourd, de la chaleur et d'imposants ponts roulants. Les tôles ou les billettes d'acier sont amenées sur la ligne de production et placées sur des rouleaux. S'il s'agit d'une tôle, on la coupe en largeur en tenant compte du futur diamètre du tuyau et des marges pour la soudure. Par exemple, pour un tuyau de 1600 mm de diamètre, la tôle peut mesurer 12 ou 14 mètres de long. Tout est découpé automatiquement, par des installations au plasma ou au gaz, et les bords sont usinés avec des fraises spéciales pour le chanfreinage, afin que le cordon de soudure soit ensuite parfait.
Si l'ébauche n'est pas assez plastique, elle doit d'abord subir un traitement thermique. On chauffe le métal à 1200 degrés pour réduire ses contraintes internes et faciliter le formage. La température dans le four est telle que l'acier luit d'un orange vif, comme du charbon ardent. S'il s'agit de tuyaux sans soudure, on envoie l'ébauche, un cylindre d'acier, au laminage. On la perce d'abord avec un mandrin spécial pour créer une cavité. Puis, on la fait passer entre des cylindres rotatifs qui étirent progressivement les parois et forment le diamètre. Tout cela ressemble à la transformation d'un morceau de fer en un manchon métallique brillant qui respire la chaleur. Pour les tuyaux soudés, on commence par le cintrage de la tôle en forme de tube. C'est soit un cintrage longitudinal sur des rouleaux, soit un enroulement en spirale, selon le type. Ici, il est crucial de maintenir une géométrie parfaite. Même quelques millimètres de déformation entraînent des problèmes lors de la soudure ou de l'assemblage. C'est ici que se joue le destin du tuyau. Résistera-t-il à la future pression de 1000 PSI, à un froid de moins 40 degrés et à la corrosion souterraine? Ensuite, on amène dans l'atelier une tôle d'acier qui ressemble à une énorme plaque de lave étalée sur le sol. Elle est épaisse comme une armure, froide et tenace, mais une transformation l'attend. Des rouleaux, tels des doigts de géant, plient lentement cette feuille en un arc. Pas en un seul mouvement, mais pas à pas, avec une précision millimétrique. La machine comprime le métal avec une telle force qu'on l'entend grincer, comme s'il résistait. En quelques minutes, la tôle est déjà un cylindre géant. Il n'est pas encore soudé, il ne tient que par la force du cintrage, mais sa forme est déjà fixée. Un peu comme un livre qui ne se referme plus une fois qu'on l'a plié en son milieu. À l'intérieur du tuyau, un chariot de soudage s'avance. Il commence par l'intérieur. Un arc électrique jaillit, le métal fond, et le cordon de soudure s'étire comme une rivière de lumière incandescente. Puis, un autre chariot s'occupe de l'extérieur. C'est là que le joint prend forme. La température ici atteint 3000 degrés Celsius. Les étincelles pleuvent en cascade. L'air tremble. Les gens observent de l'extérieur, à travers une vitre de protection, car c'est si éblouissant qu'on pourrait en devenir aveugle. Tout est contrôlé par des automates. La soudure doit être parfaite. Sinon, toute la structure partira au rebut. Quand la soudure est terminée, la partie la plus stressante commence, le contrôle. Tout ce qui semblait parfait de l'extérieur doit maintenant prouver sa force dans des conditions réelles. Car ce tuyau n'est pas destiné à la ventilation d'un toit. Il travaillera à des dizaines de mètres de profondeur, sous une pression de plusieurs centaines d'atmosphères. Et il doit durer des années sans aucun droit à l'erreur. Des spécialistes en combinaison de protection longent lentement le tuyau, l'éclairant avec de puissantes lampes, à la recherche de défauts visuels, fissures, pores, zones non soudées. Puis, les ultrasons entrent en scène. Des capteurs glissent le long du joint et envoient des vibrations dans le métal. S'il y a un vide à l'intérieur, le signal est réfléchi et l'appareil le détecte immédiatement. C'est comme chercher des fantômes dans un corps d'acier. Ensuite, on remplit le tuyau d'eau sous pression, souvent plus de 100 bars, ce qui est bien plus que dans un chauffe-eau ou une bouche d'incendie. On le ferme aux extrémités et on le gonfle jusqu'à ce que les parois s'élargissent visiblement. Si le cordon de soudure a la moindre micro-fissure, l'eau trouvera un chemin vers l'extérieur. Maintenir la pression pendant plusieurs minutes est une condition sine qua non. La moindre fuite et le tuyau est hors jeu. Pour les tuyaux critiques, on ajoute un autre niveau de contrôle, les rayons X. Oui, dans l'industrie, on n'utilise pas les rayons X qu'en médecine. Les rayons traversent le métal et laissent une ombre du joint sur un film. Les ingénieurs l'examinent comme une image d'IRM,
Y a-t-il des défauts? La structure est-elle uniforme? La température de soudage n'a-t-elle pas baissé? Et aussi, des scanners laser lisent la forme du tuyau sur toute sa longueur. Le diamètre, l'épaisseur de la paroi, l'ovalisation, tout doit être dans les tolérances. Ce n'est qu'après avoir passé tous ces tests que le tuyau reçoit son marquage et est autorisé à être mis en service. Sans certificat, ce n'est qu'un morceau de métal. Avec, c'est un pilier de l'empire pétrolier et gazier. Après les contrôles, les tuyaux arrivent dans la partie la plus chaude de la production, le traitement thermique. Pour qu'un tuyau ne se fissure pas par grand froid ou ne se déforme pas sous un soleil de plomb, il doit passer par le feu. Tout commence dans un four industriel de plus de 30 mètres de long, où la température peut atteindre 950 degrés. Les tuyaux, longs de 12 ou 14 mètres, entrent sur un chariot réfractaire, comme dans la gueule d'un dragon de métal. À l'intérieur, une chaleur jaune-orangée, un reflet rouge sur les murs, un silence épais et brûlant. Le chauffage dure jusqu'à 2 heures, selon l'épaisseur de la paroi. Ce processus doit être uniforme, sinon une partie deviendra plus molle, une autre plus cassante. La température est surveillée par des thermocouples. Un automate calcule le cycle. Trop vite, et des contraintes internes apparaîtront. Trop lentement, c'est une perte de temps et d'énergie. Après le chauffage, les tuyaux sont sortis du four et amenés à la zone de refroidissement. Des jets d'eau les arrosent d'une douche glacée sous pression, ou bien le tuyau est immergé dans un bain de refroidissement spécial. Le changement de température de 900 à 50 degrés se fait en quelques minutes. Le métal se verrouille, le réseau cristallin se stabilise, la résistance augmente considérablement. Dans certains cas, après la trempe, les tuyaux subissent un revenu. C'est un réchauffement répété, mais doux, à 300 ou 600 degrés. Cela élimine les contraintes résiduelles, rend le matériau moins fragile et plus plastique. Car le tuyau ne doit pas seulement supporter des charges, mais aussi ne pas se briser en cas de choc ou de déformation. Ensuite, la surface du tuyau est nettoyée jusqu'à obtenir un éclat métallique, après quoi on applique des couches de polymère ou de bitume qui repoussent l'humidité, les produits chimiques et la terre. Le plus souvent, c'est un système à 3 couches, un primaire, une résine époxy et un polyéthylène extérieur. Le revêtement adhère fermement au métal et résiste des décennies sous terre, sans rouille, fissure ou décollement. Chaque année, l'industrie du verre transforme des montagnes de sable en plus de 150 millions de tonnes de produits cristallins. Imagine une ville entière construite uniquement avec le verre produit en une seule année. Des fenêtres qui nous isolent du monde extérieur et inondent de lumière nos espaces, aux délicates fibres optiques qui transmettent l'information à la vitesse de la lumière. Le verre est un matériau fondamental dans notre civilisation. Mais comment réussissons-nous à transformer quelque chose d'aussi banal que du sable en objet d'une telle pureté, d'une telle résistance et d'une telle polyvalence? Aujourd'hui, on va faire un voyage au cœur d'une usine de verre, où l'on va assister à une alchimie moderne incroyable, un processus où la science et l'ingéniosité transforment l'ordinaire en extraordinaire. Prêt? Le voyage du verre commence par la sélection méticuleuse de ses ingrédients magiques. Une recette perfectionnée au fil des millénaires. Le composant principal, qui représente 70% à 75% du mélange, c'est le sable de quartz. Mais attention, pas n'importe quel sable. Il faut un quartz d'une pureté exceptionnelle.
supérieur à 99%, pour éviter les colorations indésirables. Ce sable est extrait de carrières spécialisées et traité pour obtenir un grain fin et uniforme. À ses côtés, le carbonate de sodium, ou soude, joue un rôle crucial comme fondant. Il abaisse la température de fusion du sable, la faisant passer de 2300 degrés Celsius à 1500 degrés Celsius, ce qui représente une économie d'énergie énorme. Le troisième pilier, c'est le calcaire, carbonate de calcium, qui confère au verre sa stabilité chimique, l'empêchant de se dissoudre dans l'eau, et lui donne sa durabilité et son éclat. À cette triade fondamentale, on ajoute généralement du verre recyclé, connu sous le nom de calcin. C'est non seulement un geste écologique vital, mais ça facilite aussi la fusion et réduit encore plus la consommation d'énergie. Une fois que ces matières premières arrivent à l'usine, elles sont stockées dans d'énormes silos, comme des trésors de géants. Ici, la précision est le maître mot. Chaque ingrédient est pesé avec une exactitude presque nanotechnologique, grâce à des systèmes automatisés et informatisés, garantissant la perfection des proportions de la recette. Ce mélange, appelé composition ou mélange vitrifiable, est ensuite transporté vers d'immenses mélangeurs industriels. À l'intérieur de ces machines, les différentes poudres sont mélangées et combinées jusqu'à obtenir une homogénéité absolue, formant une poudre fine et uniforme, prête pour l'étape suivante, la plus chaude. C'est à ce stade que, si l'on veut créer du verre coloré, on ajoute de petites mais puissantes quantités d'oxyde métallique, de l'oxyde de cobalt pour les bleus profonds, de l'oxyde de chrome pour les verts émeraudes, du sélénium pour les rouges vifs, ou même de l'or pour les tons rubis. Le cœur brûlant de l'usine, c'est sans aucun doute le four de fusion. Ce ne sont pas de simples foyers, ce sont des colosses d'ingénierie, revêtus de briques réfractaires, capables de supporter des températures extrêmes, et qui peuvent fonctionner en continu pendant une décennie ou plus. Le mélange vitrifiable, ou composition, est introduit en continu à une extrémité du four, qui peut atteindre des dizaines de mètres de long. À l'intérieur, la température atteint des niveaux infernaux, entre 1500 et 1600 degrés Celsius, dépassant la température de la lave volcanique. Sous cette chaleur implacable, les composants du mélange commencent à fondre, à réagir chimiquement entre eux, bouillonnant intensément tandis que les gaz emprisonnés s'échappent. Ce processus, qui comprend la fusion, l'affinage, élimination des bulles et l'homogénéisation, peut durer de 24 à 50 heures, garantissant que le verre fondu atteint une consistance uniforme et une pureté optimale. Le résultat est une mer de verre liquide, brûlant et visqueux, semblable à du miel doré incandescent, prêt à être maîtrisé et formé. Une fois que le verre a atteint son état liquide parfait, l'étape fascinante du formage commence. Pour la production de verre plat, celui qu'on trouve dans les fenêtres, les miroirs ou les tables, la méthode privilégiée est le révolutionnaire procédé float, ou procédé de flottage. Inventé dans les années 1950, ce processus consiste à déverser le verre fondu en un ruban continu et contrôlé, depuis le four sur un grand bain d'étain liquide, maintenu à une température précise dans une atmosphère inerte pour éviter l'oxydation. Comme le verre est moins dense que l'étain, il flotte dessus, s'étalant naturellement sous l'effet de la gravité et de la tension superficielle. Ça crée une feuille de verre avec un parallélisme parfait de ses surfaces, et une surface tellement lisse qu'elle n'a pas besoin d'être polie par la suite. L'épaisseur de cette feuille, qui peut varier des feuilles les plus fines de moins d'1 millimètre aux dalles robustes de plus de 2 cm, est contrôlée avec précision en ajustant la vitesse à laquelle le ruban de verre est tiré hors du bain d'étain. C'est de la haute précision.
Pour donner vie à l'infinie variété de bouteilles, bocaux, verres et autres récipients creux, l'industrie utilise des machines de formage sophistiquées. La technique la plus courante est le soufflage-soufflage ou le pressé-soufflage, réalisé sur des machines individual section, qui sont de véritables merveilles d'automatisation. Une quantité précise de verre fondu, appelée goutte, à une température d'environ 1100 degrés Celsius, est coupée et introduite dans un premier moule, le paraison. Ici, grâce à un jet d'air comprimé ou à l'action d'un piston, on forme une ébauche creuse initiale. Cette ébauche, encore rougeoyante et plastique, est rapidement transférée dans un second moule, le moule final, qui a la forme définitive du récipient. Un autre souffle d'air dilate l'ébauche contre les parois du moule, la solidifiant dans sa forme finale. Ces machines peuvent avoir plusieurs sections travaillant en simultané, capables de produire jusqu'à 700 récipients par minute. C'est un balai mécanique de haute précision et de rapidité. Quelle que soit la méthode de formage utilisée, le verre fraîchement formé, qu'il s'agisse d'une feuille continue ou d'une bouteille individuelle, a une température très élevée et surtout contient d'importantes tensions internes dues au refroidissement inégal de sa surface et de son cœur. Si on le laissait refroidir à l'air libre sans contrôle, ces tensions le rendraient extrêmement fragile, sujet à se casser au moindre choc ou changement brutal de température. Pour éviter ça, et donner au verre sa résistance caractéristique, il doit subir un processus de recuisson, annealing. Le verre se déplace lentement sur des rouleaux ou des tapis roulants à travers un long four-tunnel, appelé lyre ou four de recuisson. À l'intérieur de ce tunnel, qui peut s'étendre sur des centaines de mètres, la température est contrôlée avec une précision extrême. Le verre est d'abord légèrement réchauffé pour uniformiser sa température interne et externe, puis il est refroidi très progressivement et de manière contrôlée, un processus qui peut durer plusieurs heures. Ce refroidissement lent permet à la structure moléculaire du verre de s'organiser et de se détendre, éliminant les tensions internes et lui conférant la stabilité et la résistance que nous lui connaissons. Une fois que le verre sort du lair, froid, stable et libéré de ses tensions, il est prêt pour les étapes finales de finition et un contrôle qualité rigoureux. Les grandes feuilles de verre float sont coupées à la taille voulue à l'aide de roues en carbure de tungstène ou de disques diamantés, souvent guidés par laser pour une précision parfaite. Les bords peuvent être polis ou biseautés pour améliorer la sécurité et l'esthétique. Ensuite, chaque pièce, qu'il s'agisse d'une feuille ou d'un récipient, est soumise à une inspection minutieuse. Des systèmes de vision artificielle modernes, équipés de caméras haute résolution et de capteurs laser, examinent la surface et l'intérieur du verre à la recherche du moindre défaut. Bulles, inclusions, distorsions optiques, variations d'épaisseur ou toute autre imperfection. Tout produit qui ne répond pas aux normes de qualité strictes est immédiatement rejeté et renvoyé au début du cycle pour être recyclé comme calcin. De nombreux produits en verre subissent un traitement supplémentaire. Par exemple, la trempe, qui consiste à réchauffer le verre et à le refroidir rapidement à l'air pour augmenter considérablement sa résistance jusqu'à 5 fois, le rendant idéal pour les portes de douche, les tables ou les vitres latérales des voitures. D'autres verres sont revêtus de fines couches métalliques pour créer des miroirs ou du verre solaire qui réfléchit la chaleur. Et voilà comment s'achève ce voyage extraordinaire. Ce qui a commencé comme de simples grains de sable s'est transformé, grâce à un processus complexe de chaleur extrême, de précision mécanique et de contrôle scientifique, en un matériau qui définit une grande partie de notre environnement bâti et technologique. Des humbles bouteilles,
qui conserve nos produits, aux panneaux de verre sophistiqués qui habillent les plus hauts gratte-ciel du monde. Le verre est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Et, peut-être, sa qualité la plus merveilleuse à l'ère moderne, c'est sa capacité infinie à être recyclé. Le verre peut être fondu et reformé encore et encore, sans jamais perdre sa pureté ni ses propriétés. Chaque fois que nous jetons une bouteille dans un conteneur de recyclage, nous contribuons à un cycle vertueux qui économise les matières premières vierges, réduit considérablement la consommation d'énergie dans la production, jusqu'à 30%, et diminue les émissions de gaz à effet de serre. Le verre, ce n'est pas juste un matériau transparent à la lumière, mais aussi un brillant exemple de la manière dont l'industrie peut se diriger vers un futur plus durable. La prochaine fois que vous tiendrez un objet en verre, prenez un instant pour apprécier l'incroyable odyssée de sa création.